20 juillet 1944, 12h42. Au fin fond d'une épaisse forêt de Prusse orientale, dans l'actuelle Pologne, se cache la Tanière du Loup, le quartier général d'Adolf Hitler. Depuis le déclenchement de l'opération Barbarossa et l'invasion de la Russie 2 ans plus tôt, le Führer y passe le plus clair de son temps. L'immense complexe de bunkers ultra sécurisés abrite les quartiers d'Hitler et de son cercle rapproché. C'est ici que se joue le destin de la Seconde Guerre mondiale. Comme tous les jours, Adolf Hitler convoque les hauts dignitaires de l'armée dans son repère. À cause de la chaleur de l'été et d'une visite de Benito Mussolini, le dictateur italien allié du Führer, la réunion a été avancée et se tient dans la salle de conférence, un baraquement en maçonnerie et en bois. Autour d'une immense table en chêne couverte de cartes, 23 hauts responsables présentent au Führer la situation militaire. Le Troisième Reich est pris en étau. Les Alliés ont débarqué à l'ouest il y a un mois, ont repris Rome au sud, et l'armée allemande essuie de lourdes pertes sur le front est contre les Russes. Les discussions s'animent, quand tout à coup, une explosion assourdissante retentit dans la pièce. Le plafond s'effondre, les vitres sont soufflées. Adolf Hitler vient d'être la cible d'un attentat. Quelques heures plus tôt, dans un aéroport à proximité de Berlin, Klaus von Stauffenberg embarque dans un petit avion en direction de la Tanière du Loup. Le chef d'état-major est reconnaissable à ses blessures de guerre. Il porte un cache-œil, n'a plus de main droite et 2 doigts lui manquent à la main gauche. Ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale est un aristocrate respecté. Officiellement commandant de l'armée de réserve allemande, il est convié à une réunion d'état-major. Mais en secret, il doit effectuer une mission bien plus périlleuse, éliminer Adolf Hitler. Dans la sacoche qu'il transporte, Stauffenberg possède 2 charges explosives d'1 kg chacune. Depuis plusieurs mois, il complote avec le général Olbricht et d'autres gradés de l'armée pour organiser l'assassinat du Führer et prendre le pouvoir. Le coup d'État, au nom de code Opération Valkyrie, a pour but de renverser le gouvernement nazi, mettre fin à la guerre et rétablir l'état de droit. Les crimes barbares du régime et les décisions tactiques hasardeuses d'Hitler ont motivé ces hommes pour passer à l'action. Peu de temps avant de mettre son plan à exécution, Stauffenberg confie « Il est temps qu'on fasse quelque chose maintenant. Cependant, celui qui osera faire quelque chose doit avoir conscience qu'il entrera sans doute dans l'histoire allemande en tant que traître. Si toutefois il renonçait à cet acte, il serait un traître face à sa propre conscience. » Il est presque 10 heures quand l'avion de Stauffenberg atterrit à la Tanière du Loup. À son arrivée, il rencontre Keitel, un proche d'Hitler. Ce dernier lui apprend que la réunion du jour a été avancée. Le temps presse. À 12h15, Stauffenberg prétend avoir besoin de se rafraîchir. Il fait très chaud, il souhaite changer de chemise. Il se rend alors aux toilettes où il est rejoint par son aide de camp Eften. À l'aide d'une pince adaptée à sa main atrophiée, Stauffenberg écrase l'ampoule d'acide du détonateur à retardement. L'opération s'avère laborieuse et prend plus de temps que prévu. Au bout de quelques minutes, Keitel s'impatiente et envoie quelqu'un chercher le colonel. Dans la précipitation, Stauffenberg ne glisse qu'un pain d'explosifs dans sa sacoche et se rend à la réunion. Une seule charge a été amorcée, l'autre reste entre les mains de Eften qui s'éclipse. Stauffenberg rejoint la salle de conférence où 23 hommes se sont réunis autour d'Adolf Hitler. La mallette en cuir contenant les explosifs a été posée au pied de la table, juste à côté du Führer. Alors que les hommes sont penchés sur les cartes, Heinz Brandt bute dans la sacoche et décide de la déplacer de l'autre côté du socle massif de la table. L'officier l'ignore, mais son geste vient probablement de sauver la vie d'Adolf Hitler. Stauffenberg quitte inopinément la réunion, prétextant un coup de téléphone urgent. Quelques instants plus tard, la bombe explose. Le bruit fracassant est suivi d'un tourbillon de débris et un épais nuage de fumée s'élève au-dessus de la salle de conférence. Stauffenberg en est certain, tous les occupants de la pièce sont morts, le Führer a été éliminé. Le colonel parvient à quitter la Tanière du Loup comme si de rien n'était. Sur le chemin vers la piste d'atterrissage, son aide de camp Eften se débarrasse de la seconde charge explosive qu'il avait toujours sur lui. Les 2 hommes embarquent dans un Henkel HE-111 et s'envolent vers Berlin. Quelques minutes plus tard, le secteur est complètement bouclé. À Berlin, la confusion est à son paroxysme. Un attentat a bien eu lieu à la Tanière du Loup, mais le Führer aurait survécu. Les membres du complot tardent à déclencher l'opération Valkyrie. À son arrivée, Stauffenberg est furieux. L'opération n'a toujours pas débuté. Persuadé qu'Hitler est mort, il parvient à convaincre ses complices de passer à l'action. Finalement, un message est envoyé aux différents commandants militaires. Le Führer, Adolf Hitler, est mort. À Berlin et dans plusieurs villes d'Europe, l'armée de réserve se déploie, encercle les bâtiments du gouvernement nazi et de nombreux SS sont mis en état d'arrestation. Dans la capitale allemande, les soldats prennent possession du ministère des Affaires étrangères. Vers 19h, Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich et proche conseiller d'Hitler, est mis en état d'arrestation. Goebbels, informé de la survie du Führer, propose à Reimer, l'officier étant venu l'arrêter, de contacter la Tanière du Loup. Alors que les insurgés ont omis de couper les lignes téléphoniques du ministère, Goebbels tend le combiné à Reimer. À l'autre bout du fil, la voix du Führer lui parvient. Adolf Hitler est bien vivant. Le dictateur ordonne alors à Reimer d'écraser le coup d'État. À la Tanière du Loup, Adolf Hitler s'en est miraculeusement sorti indemne.
Le Führer, protégé par le pied massif de la table en chêne, s'en sort avec les tympans percés, des brûlures et des contusions. Plusieurs officiers sont quant à eux tués ou gravement blessés. À 16h, Hitler accueille Benito Mussolini et visite fièrement avec lui la salle de réunion ravagée. Le Führer en est convaincu, il a été sauvé par la Providence et doit poursuivre ses plans jusqu'au bout. Peu après minuit, Adolf Hitler prend la parole sur toutes les radios. À travers une allocution de quelques minutes, il s'adresse au peuple allemand. Je ne sais combien d'attentats ont été projetés et exécutés contre moi. Si je vous parle aujourd'hui, c'est surtout pour deux raisons. Pour que vous entendiez ma voix et que vous appreniez que je suis indemne. Il conclut son discours. Cette fois, nous réglerons les comptes comme nous avons, nous, nationaux socialistes, coutume de le faire. Au même moment, dans un climat de paranoïa totale, Stauffenberg et les principaux responsables du complot sont arrêtés à Berlin. Ils sont sommairement exécutés. Dans les semaines qui suivent l'attentat, plusieurs milliers de personnes sont arrêtées par les SS qui mènent, sous les ordres d'Himmler, une répression sanglante. Les suspects sont exclus de l'armée, jugés par un tribunal nazi, sauvagement torturés et pendus dans d'atroces conditions. Les exécutions sont filmées et photographiées. Adolf Hitler regarde les projections à la tanière du loup et conserve des photos des pendus sur son bureau. Quelques mois plus tard, alors que l'armée rouge arrive aux portes de Berlin, le Führer se réfugie dans son bunker dans la capitale. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide.